vous voyez, ça englobe tout ça. Mais en tout cas, c'est celui qui fait qui sait. Et donc, nous, on a construit ce protocole pour aller à la rencontre des collectifs et partir de leur expérience vécue par une démarche réflexive pour mettre à jour les éléments qui permettent de créer, développer, renouveler, entretenir le processus coopératif. On a conceptualisé toutes ces pratiques sous le terme de maturité coopérative et qu'on définit aujourd'hui comme la capacité d'une personne, d'un collectif ou d'un territoire à développer des aptitudes coopératives durables. Ça se construit sur 4 fondamentaux, 9 temps qui nourrissent le processus coopératif et 12 principes d'action de la coopération. Ce qu'on vous propose ce matin, pendant une petite heure, c'est de découvrir ces différents temps, d'en vivre certains et de commencer à entrevoir comment faire de la coopération un accélérateur de transition. Et je laisse la parole à Patrick pour un petit temps. Un petit temps de présentation générale et avant de rentrer dans vos présentations à vous. La première chose, c'est que on pourrait se poser la question quand même, pourquoi coopérer? Alors, je vais aller assez vite parce qu'on a bien conscience qu'on est face à une équipe de convaincus sur ce sujet. Mais la coopération, déjà, les biologistes, les économistes, les mathématiciens, les anthropologues, etc., convergent tous vers une idée que la coopération renforce les acteurs et renforce la capacité d'adaptation des individus. Et ce, d'autant plus qu'on a des interactions nombreuses, qui est le cas sur un territoire. La deuxième idée clé pour se dire que on n'a pas vraiment le choix et c'est vraiment important de coopérer, c'est que, vous le savez bien, tous les sujets qu'on cherche à traiter sont tous liés les uns aux autres. Et c'est la définition de la complexité, hein. Tout est lié. Et en fait, quand on veut traiter un sujet complexe, on n'a pas d'autre choix que de mettre ensemble autour de la table les différents protagonistes de ce sujet-là dans des démarches qui sont très transdisciplinaires. De ce point de vue-là, on dit souvent que la coopération, finalement, c'est une expression sociale de la complexité. Donc, c'est une deuxième raison. La troisième raison pour laquelle on coopère, c'est tout simplement parce que la coopération, elle est au cœur du projet humain. On dit souvent qu'on existe nous-mêmes, vous et moi, Anne, Céline, que parce que nos parents ont coopéré. Et donc, la coopération, elle fait partie du savoir-faire social indispensable à notre humanité, hein. Et parfois, on se dit qu'on développe beaucoup, mais on ne prend pas le temps de la développer. On prend le temps de développer notre compétitivité, par exemple. On ne prend pas le temps de développer notre coopérativité, et c'est un des sujets sur lesquels on va revenir. Puis la quatrième chose qui est importante en idée un peu préambule, c'est de se rappeler que la coopération est contagieuse. Et en ces périodes un peu troublées de contagion, c'est intéressant de se remettre cette question-là. C'est-à-dire que si vous et moi, on commence à coopérer, eh bien cette coopération, elle va montrer l'exemple, elle va entraîner d'autres acteurs dans des dynamiques de coopération autour de nous. Et que de ce fait, la coopération peut devenir un modèle dominant, même quand elle naît dans un monde qui lui est un peu hostile au départ. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant et qu'on observe sur les terrains, mais qu'on peut aussi même démontrer mathématiquement. Donc, alors, avant d'aller plus loin, on aime bien s'attarder un peu sur les mots, parce qu'on emploie souvent les mots coopérer un peu comme les autres, collaborer, mutualiser, faire alliance, comme si ça voulait dire la même chose. Or, coopérer, dans le mot coopérer, il y a un mot qui est merveilleux. Il y a peut-être des latinistes parmi nous, mais dans le mot coopérer, il y a le mot opéra. Et l'opéra, c'est l'œuvre en latin. Et donc, on vous propose une définition qui nous semble très importante quand on parle de coopération, c'est de se rappeler que coopérer veut dire être co-auteur d'une œuvre commune. Et déjà, dans cette définition, pourquoi elle nous semble importante? C'est parce qu'il y a 3 idées clés à retenir dans cette définition. La première, c'est qu'on parle d'œuvre. Dans la collaboration… Patrick? Oui.
Excuse-moi, pour moi, l'affichage, Élise, en tout cas, est trop large. C'est juste, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? C'est que pour moi, c'est pas grave. C'est-à-dire que je vois pas, ta projection dépasse mon écran. Ah, Ah, alors ça, je ne sais pas du tout comment régler cette question. Ok, Parce c'est que bon pour nous, ok pour moi, on passe, on continue. ouais, je n'ai aucune idée de comment régler ça. Alors, on C'est bon continue. pour la plupart, donc on continue. Bon, alors, co-auteur d'une œuvre commune, oui, la première idée, c'est l'œuvre. Il ne s'agit pas de juste travailler les uns avec les autres, comme dans la collaboration, le labeur. Il s'agit d'être co-auteur d'une œuvre. Une œuvre, c'est quelque chose qui nous grandit les uns et les autres. Prenez juste cet exemple. Un artisan, quand il fait son chef-d'œuvre, à l'arrivée de son Tour de France, c'est l'aboutissement de son art, c'est la maîtrise de son art. Et donc, co-auteur d'une œuvre commune, c'est ça, c'est de faire ensemble une œuvre qui va nous grandir les uns les autres. La deuxième idée clé, c'est que c'est l'œuvre qui est commune, ce n'est pas nos buts à chacun. Et dans la coopération, on va se rendre compte qu'on peut être dans des projets coopératifs, chacun de nous pour des raisons extrêmement différentes, et qu'il ne faut pas chercher à avoir des objectifs communs ou des buts communs, il faut chercher à ce que l'œuvre soit commune et que cette œuvre-là, elle nourrisse les aspirations de nous tous. Et puis la troisième idée clé, c'est que souvent on parle d'acteur, il faut être acteur, etc. L'acteur, c'est celui qui fait. Mais il faut aussi être co-auteur de cette œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre coopérative, eh bien, c'est quelque chose que l'on va construire ensemble et qui ne peut se construire que ensemble. C'est-à-dire que s'il manque l'un d'entre nous, l'œuvre sera différente. Co-auteur d'une œuvre commune, et pour nous, il y a un vrai défi qui est d'apprendre à passer de la collaboration, faire ensemble, agir ensemble, etc., à la coopération, c'est-à-dire être co-auteur vraiment de cette œuvre-là. Et c'est un défi, pour nous, c'est un défi anthropologique. Quand on dit que la coopération est un accélérateur de transition, c'est simplement parce que sous beaucoup de transitions qu'on a à traverser ne pourront se faire que si on mène aussi cette transition anthropologique, c'est-à-dire qu'on apprend à modifier nos manières d'être ensemble et de coopérer. Et quand on voit la coopération dans cette dimension-là, on se rend compte que la coopération propose un changement radical de paradigme. C'est-à-dire que dans les environnements fortement coopératifs, et on les appelle des environnements à maturité coopérative, on se rend compte que l'expertise se partage. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Que le leadership se partage aussi. C'est-à-dire que le leadership n'est plus forcément incarné par une personne, mais le leadership peut circuler et être partagé par tout un tas d'acteurs, par tout un tas de co-auteurs dans le projet collectif. La troisième caractéristique qu'on voit sur le terrain, c'est que les coopérations abouties comme ça sont des coopérations ouvertes, qui deviennent contagieuses, comme je le disais tout à l'heure, et qui ne sont pas des coopérations de l'entre-soi. Ça, c'est un écueil souvent que l'on voit dans des systèmes qui se croient coopératifs, c'est qu'en fait, ils confondent la sympathie et la coopération. Alors, ils coopèrent bien entre eux, mais sont en difficulté pour coopérer avec le monde extérieur. La coopération aboutie, elle est au contraire ouverte vers le monde extérieur. Et puis la dernière caractéristique qu'on a vue dans les centaines de rencontres qu'on a pu mener, c'est que la coopération aboutie, bien sûr, elle nécessite du travail, elle nécessite de l'énergie, mais elle réénergise les collectifs. Et donc, elle permet de passer de l'épuisement à l'épanouissement des individus et du collectif. Et c'est la raison pour laquelle la coopération est vraiment un levier de développement, un levier d'innovation pour des écosystèmes. D'une part parce qu'en coopérant, on renforce notre capacité d'adaptation. Ça, tous les travaux de biologistes le montrent. Et dans un monde complexe et incertain dans lequel nous sommes, c'est hyper important de savoir s'adapter avec agilité. D'autre part, parce qu'en s'adaptant, eh bien, on peut avoir un développement qui est organique, c'est-à-dire que les collectifs que l'on connaît et qui coopèrent depuis longtemps, tous vous disent ce qu'on fait aujourd'hui est bien plus grand, bien plus fort, bien plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé faire quand on s'est mis ensemble. Les environnements à forte maturité coopérative sont capables de se renouveler, et donc c'est aussi
une réponse. La vraie coopération, c'est une réponse à ce qu'on pourrait imaginer comme l'épuisement. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne et qui m'a perturbé. Mais souvent, par exemple, dans le monde associatif, on a souvent un problème de renouvellement de génération. Eh bien, en mettant plus de coopération dans le monde associatif, on pourrait résoudre cette question du renouvellement et de la pérennité. Et enfin, les environnements fortement coopératifs sont des environnements qui inspirent, qui essaiment et qui multiplient. Voilà, alors c'est rapide et on vous donnera ces planches si vous voulez y revenir. Et derrière chacun de ces éléments, il y a des travaux et des documentations pour éventuellement étayer ça si vous le souhaitez. Et ce qu'on vous propose là, c'est d'avoir un temps que nous, qui nous sert pour nous à ce qu'on appelle se relier. C'est-à-dire que c'est aussi, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que le processus coopératif peut vivre et entre autres de pouvoir dialoguer, c'est-à-dire la parole qui traverse, qui va de l'un à l'autre. Et donc, on va vous mettre en salle par 3 et vous allez avoir un temps qu'on appelle donc de reliance. Et pour ce faire, alors je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est le cadre dans lequel on pose ce temps. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Toute réponse ou non-réponse est absolument valide. Vous comprenez les mots comme vous les entendez et toute compréhension est valide également. Et que ce que l'on se dit, ce que l'on échange, a d'intérêt que pour nous, puisque de toute façon, les autres ne sont pas là. Et donc, je vais vous poser 5 questions qu'on vous mettra dans le chat pour que vous puissiez en permanence les avoir sous les yeux quand vous serez en petit atelier. Et donc, ces 5 questions, eh bien, vous aurez 15 minutes à 3 pour que vous puissiez échanger ensemble, c'est-à-dire que chacun et chacune prendra le temps d'exprimer ses propres réponses à ces 5 questions et vous en ferez l'expérience ensemble, tous les 3, chacun votre tour. Les questions que l'on va vous mettre dans le chat sont les suivantes et on va vous les mettre également sur le PowerPoint. Voilà. La première, c'est qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? La deuxième, c'est quelle est mon intention en étant là? À quoi je sais ou je saurais que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que cela nourrit finalement chez moi d'être là? Et fondamentalement, qu'est-ce qui me pousse à être là? Et donc, on va vous mettre en petit atelier de manière totalement aléatoire. Vous allez passer ces 15 minutes ensemble. Vous allez chacun exprimer ce qui vous vient, parce que vous allez voir que dans la coopération, il y a toute une partie qui est tout à fait intéressante, c'est ce qui est implicite entre les plis, les choses. Vous savez, ces questions où les réponses ne sont pas déjà prévues par avance. Et donc là, vous verrez ce que vous avez à dire et on verra ensuite ce que ça produit que de se parler de cette manière-là. Donc, Patrick est en train de créer les salles. Vous allez avoir 15 minutes. Je pense que vous aurez un petit... Au bout de 14 minutes, voilà, il y aura un petit message. Vous aurez un petit message. Et comme d'habitude, hein, vous le savez, parce que maintenant, depuis 2 ans, on le fait tous, c'est-à-dire qu'à un moment, vous serez éjecté pour revenir en grande salle avec les frustrations que cela peut produire. En tout cas, on vous souhaite 15 bonnes minutes d'échange et de dialogue entre vous. Et on se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite. Donc, est-ce que tout le monde... Normalement, oui. Tout le monde est revenu. Alors, avant de continuer, ce qu'on vous propose là, prenez 1 minute pour marquer dans le chat quelle est la remarque que vous vous faites, tant dans ce que vous avez entendu, de ce que ça vous a procuré, de ce que vous avez ressenti. En tout cas, la remarque que vous souhaitez faire sur ces 15 minutes passées ensemble. Et puis, pendant que vous écrivez dans le chat, si vous le souhaitez, bien sûr,
on va prendre 2-3 personnes qui vont… Alors, vous ouvrez votre micro, on n'est pas si nombreux que ça. Hein, on ne va pas faire une personne qui se sent et qui a envie de faire partager voilà, sa propre remarque sur ce temps de lien entre vous. Qu'est-ce qui nous fait partager et nous fait le plaisir qu'on puisse entendre sa voix? C'est important pour nous d'entendre. Faut écrire ou faut parler? Eh ben, écrivez, et puis 2 ou 3 personnes qui se sentent, Annick, si vous le souhaitez, vous pouvez nous le dire. Ah ben, faut pas me dire ça, ma pauvre dame. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé synthétiquement, c'est qu'il y a l'envie d'agir, l'envie d'échanger, de s'ouvrir, de trouver du sens à son travail, de s'enrichir. La pierre, le caillou dans la chaussure serait par rapport face à nos structures, à notre entourage professionnel ou que sais-je encore, de trouver des outils pour essayer de fédérer autour de soi ou d'accéder à cette coopération et cette intelligence collective réussie et mûrie. Et on voit qu'il y a un décalage, comment dirais-je, au niveau de l'échelle hiérarchique dans laquelle on se trouve dans des structures. Voilà. D'accord, merci. Je pourrais bien dire autre chose, mais alors là, vous n'aurez plus de place. Oui, alors une autre personne une autre personne qui exprime sa remarque. Je veux bien. Alors, sur notre groupe, le plaisir d'échanger, un moment de respiration, se nourrir mutuellement. D'accord. C'est les trois termes qui ont présidé à nos échanges. Et oui. Puis, le fait vouloir d'avoir le même objectif, puisqu'on est là aujourd'hui, mais aussi repartir avec un engagement de s'appliquer s'il y a une méthode ou s'il y a un outil, un engagement de contaminer, de contaminer nos collègues. Ok, voilà. Super. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important, tout est capturé, je pense, dans le… vous pouvez lire tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses dans le chat. Et donc, voilà, ce moment est toujours un moment important. Et du coup, là, on va repartager. Voilà. En fait, on parle beaucoup de maturité coopérative, et la maturité coopérative, on la définit comme la capacité d'une personne, mais aussi d'un collectif et même d'un territoire, à développer des aptitudes coopératives durables et inconditionnelles, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la situation. Et cette maturité coopérative, si on regarde un peu comment faire pour l'acquérir ou la travailler, elle se construit sur 4 fondamentaux, 12 principes et 9 temps. Et notre intention, c'est ce matin de détailler les 4 fondamentaux et de vivre certains des temps, comme Anne vient de le dire. En fait, vous venez d'en vivre un de ces temps-là. On y reviendra tout à l'heure. Mais le premier fondamental qui est pour nous très important, c'est que ce ne sont jamais les organisations qui coopèrent, ce sont toujours les personnes qui coopèrent. La coopération, elle naît et elle s'entretient entre des personnes. Et donc, il ne s'agit pas seulement, et les organisations, elles coopèrent entre elles parce que les personnes de ces organisations sont en lien. Et donc, pour nous, il y a quelque chose de très important que vous venez d'expérimenter, de toucher du doigt, c'est de toucher non seulement la compréhension intellectuelle des choses, c'est-à-dire tout ce que l'on raisonne avec notre pensée, mais la compréhension humaine des choses, c'est-à-dire tout ce que l'on vit, nos aspirations, le plaisir d'être ensemble, etc. Et que c'est cette dimension-là qui est absolument fondamentale dans la coopération et que bien souvent, surtout dans les coopérations institutionnelles, on a tendance à oublier. Edgar Morin, qui est un peu notre guide pour nous, dit cette phrase « Un rationalisme qui ignore les êtres, la subjectivité, l'affectivité, la vie, c'est irrationnel ».
Donc ça, c'est la première idée forte qu'il faut garder tout le temps en mémoire, c'est des personnes qui font vivre la coopération. La deuxième idée forte que l'on voudrait développer avec vous, c'est qu'il y a toujours 3 composantes dans un système coopératif. Il y a le je, moi en tant que personne. Et visiblement, on a vu dans le chat que on est tous singuliers, on est tous différents. Et donc, dans un système coopératif, il est fait de plusieurs individus et il va falloir entendre cette différence, cette singularité. Il y a le deuxième niveau qui est le nous. Comment nous sommes les uns avec les autres, comment on interagit les uns avec les autres, comment on construit les uns avec les autres. Et puis, il y a l'environnement dans lequel nous sommes. Ici, on est dans un environnement, dans un territoire qui est Zoom, qui est dématérialisé. Évidemment que ça a une influence sur notre manière d'être les uns avec les autres. On n'est pas pareil là que si on était dans une salle tous ensemble ou dans une forêt de Bourgogne ou de Franche-Comté tous ensemble, par exemple. Donc, vous voyez bien que le je, le nous, le dans sont 3 niveaux qui sont importants et qui sont en permanente respiration les uns avec les autres. C'est-à-dire que le je grandit du nous. Le nous grandit du territoire dans lequel nous sommes. Nous faisons nous-mêmes grandir nos territoires. Donc, il y a en permanence ces récursions entre le je, le nous et le dans qu'il est important de garder à l'esprit. Donc, d'avoir une attitude vraiment en permanence très transdisciplinaire pour relier ces 3 niveaux, le je, le nous et le dans. La troisième idée clé dans les fondamentaux pour nous de la coopération, on aime bien prendre cette phrase du Petit Prince quand le renard dit au Petit Prince « l'essentiel est invisible pour les yeux ». En fait, vous voyez ici, on a un arbre coopératif et on voit qu'il est coopératif parce que, voilà, il y a Céline qui nous montre le Petit Prince, je crois. Hein. Non, elle prend une photo. Ah, elle prend une photo, bon. Cet arbre, il est coopératif parce que parfois, il y a des gens qui vous disent « nous, on coopère puisqu'on est en SCOP ». Ou bien, on est une coopérative, alors on se coopère. Moi, je connais des coopératives où on ne coopère pas vraiment. Donc ça, c'est la face visible de cet arbre. Mais vous savez bien que l'arbre, il grandit parce qu'il a des racines. Et que ce qui se passe dans les racines, ce qui se passe sous le niveau de la terre, invisible pour les yeux, est au moins aussi important en termes de taille, de surface, que ce qui est visible. Et ce qui se passe au niveau invisible, c'est nos valeurs, nos émotions, nos pilotes automatiques aussi, nos habitudes, qui sont plutôt des freins, tout ce que l'on sait faire, mais aussi tout ce que l'on croit, les croyances, etc. Tout ça, ça va façonner notre manière d'être et d'interagir les uns avec les autres, ça va façonner notre coopération et ce n'est pas visible. C'est le monde de ce qu'on a appelé, nous, dans nos travaux, l'implicite. Et donc, il faut apprendre à découvrir l'implicite. Et pour ça, les outils sont inopérants. Hein. Ce qui compte pour apprendre à voir l'implicite, c'est de développer un geste coopératif. On reviendra à cette idée de geste en fin de rencontre. Ça, c'est notre 3e principe fondamental. Et le 4e, c'est que la coopération, c'est un projet en soi. On pourrait se dire, nous, on a un projet coopératif, c'est, je ne sais pas, de faire un projet alimentaire territorial, c'est de remettre le citoyen au cœur des politiques publiques, c'est de, etc., etc. En fait, un projet en cache toujours un autre. Derrière un projet, qui peut être de démocratie participative, d'alimentation, d'économie circulaire, etc., il y a des gens. Il y a toujours des personnes. Souvenez-vous du principe numéro 1. Ces personnes, elles sont en lien les unes avec les autres. Et on a dit que tous les sujets étaient finalement liés les uns aux autres. Un projet alimentaire territorial, ça renvoie à la question de l'agriculture, de l'occupation de l'espace, etc., etc. Et donc, ce qui compte, si on travaille un projet alimentaire territorial, c'est le projet en lui-même, mais c'est aussi les liens et les relations qu'il y a entre les acteurs du projet. Et donc, on aime bien avoir en permanence cette planche qui dit qu'il y a en permanence 2 choses à faire vivre les unes avec les autres. Le projet, qui généralement, lui, est à durée déterminée, un jour il sera fini, et le processus de coopération que l'on met entre les acteurs, entre les co-auteurs du projet, et qui, lui, sur un territoire, est un projet à durée indéterminée. C'est jamais fini. Et la clé du changement d'échelle, la clé de l'accélération, c'est dans la capacité qu'on a à faire vivre ces 2 projets en simultané, le projet et le processus de relation entre les acteurs.
Tout à fait. Et s'il y a ce que l'on fait et la manière dont on le fait, alors… Ah non, tu es revenu sur… excusez-moi. C'est les 4. Oui, oui, oui. Je n'avais pas du tout réalisé. Je pensais qu'on arrivait directement sur les temps. Donc, voilà. Donc, on a les 4 fondamentaux, les 12 principes d'action et surtout les 9 temps. Donc, on va s'attarder sur les temps, parce que si on dit que le processus coopératif est un projet en soi, alors c'est quelque chose de vivant et dynamique, c'est ce qui se produit entre les personnes, dans les entre-deux. Et donc, on a mis en évidence 9 temps qui sont nécessaires à la coopération. Le premier de ces temps, c'est la disponibilité. Vous êtes là ce matin avec nous. Si vous ne vous étiez pas rendu disponible, il ne pourrait pas y avoir les échanges, les regards, les interactions qui peuvent se produire là maintenant. Donc, se rendre disponible, être présent à soi et aux autres, sans disponibilité, il n'y a pas de coopération. Le deuxième temps, c'est se mettre en lien. C'est relier nos humanités, se connaître pour se reconnaître. Et donc, c'est aussi un temps qui nous permet d'engendrer la disponibilité chez l'autre. Parce que si j'aborde l'autre de manière disponible, alors j'ai de grandes chances qu'il le soit beaucoup plus lui aussi. Donc, ce temps de lien qui est informel, qui ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais qui est le moment où on se cale les uns avec les autres. Le troisième temps, qui est important également, c'est de savoir poser un cadre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez vous retrouver en petits groupes. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Toute réponse ou non-réponse est valide. On comprend les mots comme on les entend, etc. etc. Voilà, ça c'est un moyen de mettre un cadre. Gardez juste présent à l'esprit que le cadre que l'on pose, ce n'est pas la liste des résultats qu'on voudrait obtenir, c'est-à-dire on va se faire confiance, on va s'écouter, on va se respecter, mais c'est de quelle manière on a envie de mener le chemin ensemble. Et donc, comprendre les mots comme on les entend et toute compréhension est valide, alors ça c'est la manière dont on va prendre le chemin. Le temps suivant, c'est le temps du jeu, de la singularité. Le nous n'existe vraiment et perdure qu'à partir du moment où le jeu est plein et entier. Et donc ce temps d'introspection, c'est les 5 questions. C'est ce temps assez court finalement que vous avez passé ensemble, mais où chacun peut se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que je suis là ? À quoi je sais que je suis au bon endroit ? Et donc, ce sont des questions qu'on ne pense pas forcément toujours à utiliser, mais qui ont une fonction extrêmement importante dans la reliance entre les personnes. Donc, faut apprivoiser ce mot d'introspection, ça fait partie de nous. C'est écrit, pas facile, ces questions centrées sur soi. Oui, parce qu'on est exactement, on n'est pas habitué à se centrer sur soi, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la singularité de chacun, à partir du moment où on l'aperçoit, je ne sais pas si vous avez ressenti ça pendant les 15 minutes que vous avez passées ensemble, mais c'est le moyen que l'on a de développer de l'estime entre nous. Et l'estime, c'est évaluer que j'ai un autre être humain en face de moi. C'est à ce niveau-là de rencontre que se développe l'estime et à ce moment-là que la confiance va s'installer. Un temps également très important, c'est le temps de la déroute. Parce que si on fait toujours la même chose et qu'on prend toujours le même chemin, on ne voit même plus la manière dont on s'y prend. Et que apprendre à se dérouter de manière collective, c'est extrêmement important. Par exemple, quand on coince sur un projet, se poser une question du type c'est quoi notre avantage à rien faire là ? Ou ce serait quoi notre avantage à rien faire ? Ou alors, ce serait quoi notre avantage à échouer ? Ou c'est quoi l'inconvénient à réussir ? Vous voyez, des questions qui vont nous dérouter, qui vont nous permettre d'envisager autre chose. Le temps suivant, c'est également extrêmement important, c'est les positions de perception. C'est-à-dire que notre point de vue, c'est que la vue d'un point. Donc, il faut prendre le temps, de temps en temps, de se dire que, mais est-ce que la vision que j'ai de cette personne, de ce sujet, si je me déplaçais, si je me décalais, de quelle manière est-ce que je pourrais le voir autrement ? Hein, si je vous présente ça,
Vous voyez, un 6, un 9. Eh bien, c'est finalement ce que l'on vit au quotidien. Donc, se déplacer peut nous donner une position de perception différente et on ne perçoit que de la position dans laquelle nous sommes. Et se déplacer, ça peut être changer de place autour d'une table. Vous savez, dans les salles de réunion, on se met toujours au même endroit. Voilà, c'est des petites choses, mais qui vont faire vivre le processus d'une manière différente. Et ce dessin, il introduit le temps d'après, parce que c'est aucun des deux personnages n'a raison. Là, c'est à la fois un 6 et un 9. Et le 7e temps, c'est le temps où on apprivoise sa maturité coopérative. Et là, on n'aura pas le temps aujourd'hui en 1 heure de rentrer dans ce niveau-là, mais je voulais juste vous donner un petit aperçu. Pour nous, apprendre à développer sa maturité coopérative, c'est à changer d'une logique qui est souvent très linéaire, une cause, un effet, dans laquelle on est baigné depuis très longtemps, à une logique qui est dialogique. 2 logiques qui sont complémentaires, qui sont contradictoires, qui sont concurrentes, et pourtant dont on a besoin les deux. Un des exemples que j'ai envie de prendre, c'est entre notre diversité et notre unité. Vous voyez bien que pour avoir une force collective importante, on va souvent travailler notre unité, notre vision partagée, nos valeurs partagées, etc., etc. Mais vous voyez bien aussi, et vous l'avez sans doute perçu de l'échange qu'on a eu tout à l'heure d'introspection, que notre collectif, il est riche de notre diversité. Et que c'est parce qu'on pense tous différemment que du coup, on peut créer quelque chose d'innovant, de différent, de motivant. Et donc, on a besoin à la fois de la diversité, de l'unité, sauf que parfois, quand je développe l'un, ça dégrade l'autre. Et donc, comment j'arrive à faire vivre cet espace entre des logiques qui sont différentes? Comment j'arrive à faire vivre cet espace entre le 6 et le 9 de la planche d'avant? Hein? À ne pas chercher à donner raison à l'un ou l'autre des personnages, mais à faire vivre ces 2 visions du monde, parce que c'est de cela que l'on va pouvoir faire de la coopération. Et dans nos travaux, on a repéré 12 principes dialogiques comme celui-là. J'ai pris diversité, unité comme exemple, mais on pourrait voir par exemple, notre rôle et notre identité. Je voyais dans le chat tout à l'heure, ce n'est pas facile le temps du je dans une institution. Ben oui, parce que souvent dans une institution, on ne voit que le rôle que vous avez les uns et les autres. On oublie que vous êtes aussi des personnes avec vos identités. Et on est à la fois une identité et on a plusieurs rôles. Et il faut savoir faire vivre cette dialogie entre rôle et identité. Voilà, il y en a 12 des principes d'action comme cela. Et bien évidemment, tous ces éléments, ils sont accessibles en ressources communes sur notre site si vous avez envie de creuser un petit peu. Le 8e temps, c'est le temps du retour nourrissant. Retour nourrissant, c'est juste feedback traduit en entier. C'est-à-dire qu'un retour nourrissant, un feedback, il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il nous nourrisse les uns les autres. Et ce temps-là, on va l'expérimenter tout à l'heure en clôture de cette rencontre. Éloi Laurent, qui est un économiste, dit que la coopération, c'est finalement apprendre les uns des autres. Eh bien, c'est exactement ça. Pratiquer le retour nourrissant, c'est une manière de pratiquer la coopération. Et enfin, le dernier temps qui est indispensable à la coopération, c'est le temps du vide. Et je le dis comme ça parce que ça devient rare, le vide. Et donc, il faut apprendre à laisser du vide dans nos espaces. C'est le temps de la décantation. C'est le temps où on laisse poser. Après cette conf-échange-là d'une heure qui est très courte, qui est très dense, vous aurez besoin sans doute d'un temps de vide pour que ce que vous avez entendu devienne un élément qui puisse vous enrichir. Mais si vous passez tout de suite à la réunion d'après à 12h05, eh ben, vous n'aurez pas ce temps de décantation qui est indispensable. Ces 9 temps, donc, ils sont documentés sur notre site et vous pouvez y revenir. Voilà. Dans l'heure que nous avions, c'était un peu ce que l'on pouvait faire avec vous. On regarde notre petite… Oui, c'est parce qu'on va… Alors, du coup, on va faire un retour nourrissant. On va faire ce temps ensemble et on va le faire de la manière suivante. Je pense que… Voilà. Et vous allez avoir un outil en même temps qui s'appelle Mentimeter. Je ne sais pas si vous êtes habitué à cet outil-là.
En fait, le retour nourrissant, c'est se poser 3 questions. C'est finalement, qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi pendant cette heure, donc dans cette conf-échange? Qu'est-ce qui me manque pour agir? Et d'une manière générale, comment j'ai vécu ce moment? Donc, prenez un petit retour sur vous, à chaud, comme ça, pour répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que je retiens d'utile? Qu'est-ce qui me manque pour agir? De quelle manière j'ai vécu ce moment? Et puis, on va mettre en route le Mentimeter dans lequel vous allez pouvoir renseigner à l'envie. Hein, on reste toujours sur le cadre, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Toute réponse ou non-réponse est absolument valide. Toute question est valide également. Et donc, on vous invite à faire ce retour nourrissant pour que vous puissiez sentir ce que cela produit. Et comme tout à l'heure, pendant que vous les écrivez, on va prendre 1, 2, 3 personnes sur les quelques minutes qui nous restent pour peut-être entendre vos voix et avoir ce retour nourrissant en direct. Alors, est-ce que... Voilà. Peut-être que certains peuvent répondre à ces questions de manière orale pendant que je suis en train de lancer le... Qui se lance pendant que vous nous donnez accès. Voilà. Voilà. Je vois, mais je ne partage pas encore parce que je suis un peu gauche, là, je me rencontre aujourd'hui sur ma capacité à gérer mes écrans. Excusez-moi. Et les 3 questions dans le chat, on va vous les remettre. Non, je vous les redis, c'est très simple. Qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi? Éventuellement, qu'est-ce qui me manque pour agir? Et de quelle manière j'ai vécu ce moment? Prenez ce qui vous vient, vous verrez que l'apprentissage, c'est ce qui a commencé à me pénétrer et c'est ça qui va commencer à être digéré et pouvoir être utile. Et est-ce qu'il y a une personne qui peut accompagner ce temps pour nous donner son retour nourrissant en direct? Ouais, peut-être je me permets de prendre la parole. Alors, moi, j'ai triché parce qu'en fait, c'était une révision. J'avais déjà eu une première approche. Donc, j'ai bien pris plaisir à réentendre plein de choses. Voilà. Donc, merci à vous. Et donc, je suis confortée et je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et l'ensemble des personnes autour de la table. Ok, merci. Ah ben voilà, il y a Patrick a mis des questions. Qui est-ce qui ouvre son micro pour nous donner son retour nourrissant? Ariane? Oui. Non, j'interpelle les autres. Ah, d'accord. Et simplement, vous ouvrez votre micro, hein, ne demandez pas la parole. Je veux bien intervenir si vous voulez. Oui. C'est Thomas. Thomas. Mon retour nourrissant, ça m'a permis de poser ou reposer calmement les concepts de la coopération, en fait, et de relire, en fait, comme si je relisais un livre que j'avais lu il y a longtemps. Et ça a été fait de manière très posée, donc c'était très, voilà, pas trop speed non plus. J'ai eu le temps de reposer les choses en termes de concepts, et avec les illustrations, c'était vraiment chouette. Très bien, merci. On vous Merci, donnera Thomas. le PowerPoint à disposition. Ça me rassure parce que moi, ce qui me manque, c'est que j'ai l'impression que c'était très speed, justement. et donc, ça me rassure un petit peu ce que tu viens de dire. Et à nouveau, avec Céline, je ne sais pas sous quelle manière, mais ce qu'on a montré ce matin, vous y aurez accès, vous pourrez y revenir à tête reposée si ça vous intéresse de creuser et de regarder ces dessins symboliques qui évoquent les différents temps et les différentes dialogies. Pour juste, oulala, je vous ai perdu. Oui, oui, donc alors, il est midi 7, donc je vous laisse continuer éventuellement pour ceux qui veulent
contribuer sur menti.com, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, du coup, on les utilisera. Le webinaire a été enregistré. Et ce qu'on se disait avec Patricia, déjà merci. Moi, je partage le sentiment de Thomas d'avoir pu me poser autour de la coopération. Et puis, merci à Lydia et spécifiquement et aussi à Marielle pour le petit groupe, hein, évidemment, ça crée des liens. Et ce qu'on s'est dit dans la dynamique de soins de l'innovation publique, c'est que cette conférence sur la coopération n'était qu'un premier temps. J'ai eu la chance de voir le film Entre les plis, donc sur la maturité coopérative. Et si je ne dis pas de bêtises, nous avons l'autorisation de pouvoir le projeter au bénéfice de l'intérêt général. Donc peut-être que ça pourrait être une des suites. Et puis autour de la coopération, ce qu'on s'est dit avec Anne et Patrick, c'était une première pierre, cette conférence, et qu'on verrait comment construire ensemble la suite et du coup proposer des choses et dans le cadre du labo en interne et dans le cadre de l'entente partenariale qu'on est en train de construire avec CNFPT, Service de l'État, et les pionniers de l'innovation publique. Donc, je pense que ce n'était qu'un premier pas. Je vous remercie au nom de tous et de toutes. Voilà, je vois que ça continue à arriver sur menti.com. Je laisse le temps pour ça. Et puis, je vous souhaite bon appétit à tous. Merci à toi. On pourra avoir accès aux documents là qu'on a eu. Alors, aux documents, au webinaire, peut-être à menti.com, on va voir comment Oui. voilà. Merci beaucoup. Ça, merci à vous. Oui. Merci. Je vous laisse continuer et partir tranquillement, de façon apaisée peut-être. Et donc, dernier ménage. En même temps, dernier message, faites le vide. Voilà, faites le vide, prenez, c'est ça hein, le message à Patrick. Prends quelques temps autour de peut-être du repas pour faire le vide. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci. Belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.